Sonia était partie aux États-Unis depuis une semaine. Elle m'avait dit que c'était très bien payé, qu'elle ne pouvait pas laisser passer une occasion pareille. Elle avait brillamment passé un casting devant des voyeurs déguisés en directeurs artistiques et elle avait été sélectionnée pour tourner un clip avec Michael Jackson à Los Angeles. Sonia était une redoutable danseuse qui compensait ses cachetons misérables en faisant le mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Quand on a 40 ans et qu'on ne ressemble à rien de particulier, c'est malaisé de vivre avec une beauté noire de 20 ans qui fait 10 cm de plus que vous et qui provoque le silence quand elle entre dans un restaurant. C'est le début du roman de Philippe Val. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On est directement dans l'ambiance et vos écrits vous font rire vous-même. Je vous dis pas comment moi, ils m'ont fait rire. C'est pour ça qu'en plus de tout, je suis si heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, Philippe Val, faut-il encore vous présenter ? Vous êtes ancien directeur de Charlie Hebdo, vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'essais, d'un premier récit à l'Observatoire, Tu finiras clochard comme ton Zola, paru en 2019. Mais vous êtes avec nous pour votre premier roman, et pas n'importe lequel, Allegro Barbaro. Allegro Barbaro, un roman donc paru aux éditions de l'Observatoire. Allegro Barbaro, c'est un roman, alors on ne peut pas ne pas en parler, c'est un roman qui sort quasiment de façon concomitante avec le procès des attentats contre Charlie Hebdo, Montrouge, Hyper Cacher. Comment, c'est certainement le hasard. C'est complètement le hasard. Voilà. En fait, le roman devait sortir le 15 avril et il a été repoussé pour cause de virus. Oui. Et je pense que les maisons d'édition n'ont pas fait le rapprochement. Et moi non plus, d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Enfin, disons que quand ils m'ont dit on va le sortir à la rentrée pour moi c'était vague. Si j'avais su que ça tombait en même temps que le procès, je pense qu'on l'aurait sorti quelques mois plus tard, enfin 2-3 mois plus tard. Voilà. Alors, dans ces attentats épouvantables, vous avez perdu vos potes, et nous, des gens comme moi, on a perdu une partie de notre jeunesse aussi, et puis même de notre âge adulte, parce qu'évidemment, quand on commence à tous les lire, eh bien, on continue, quel que soit son âge. Comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, ce procès ? Déjà, sur le plan personnel, des gens irremplaçables sont partis, des amis extrêmement proches, avec qui c'est des morceaux de nous-mêmes. Alors nous, on est encore en vie, on n'a pas le droit de se plaindre, on va, on mais vient. Si on a le droit. Oui, mais eux, ils sont morts, quoi. Il y a tout jamais, quoi. Et nous, on est encore là avec notre conscience, on peut encore parler, on peut encore rire, voir des gens qu'on aime, écrire des romans, en lire. Et voilà. Donc après, sur un plan plus, collectif, je pense que la société a été blessée, la société démocratique, la société des gens libres a été blessée. Je pense que la peur s'est installée dans notre société, une peur qui a fait reculer incroyablement la liberté d'expression, la liberté de penser. Et voilà, je pense qu'il faut être absolument vigilant. Il faut se battre pour que il y a beaucoup de gens qui se sont renfermés dans leur communauté d'une façon incroyablement stupide parfois, y compris les luttes les plus nobles et les plus belles du XXe siècle, que les luttes universalistes, antiracistes, le féminisme, qui est la plus grande révolution du XXe siècle et sans doute la plus belle de l'histoire de l'humanité historique, est prise aujourd'hui, est captée par des gens qui ont une mentalité communautariste, fasciste presque. Oui. Et ça fait un recul de la liberté d'expression, ça provoque un recul de la liberté d'expression. Les gens ont peur de dire, non, ils ont peur de tout maintenant. Et ils ont raison parce que
Surtout qu'avec les réseaux, ça n'arrange les réseaux pas sociaux, les choses. Voilà. Et je pense que le terrorisme a fait partie, ça porte bien son nom, c'est la terreur qui plane au-dessus de la liberté en ce moment. Et il faut vraiment qu'on sente que le collectif humain, si le collectif humain, on pourrait dire, s'exprime et se renforce, la terreur ne gagnera pas. Mais si nous cédons à la peur, la terreur gagnera. Oui. Espérons qu'on ne cédera pas. Hein. Voilà. C'est ce qu'il faut souhaiter. Alors, on se recadre sur Allegro Barbaro. Oui. Juste un mot, donc le thème en fait, les hommes sont-ils incapables d'apprendre de l'histoire dans la lignée burlesque et sombre des pieds nickelés? Voilà pourquoi on disait en début d'émission qu'on riait. Philippe Val nous entraîne dans un road trip tragique au cœur de la Yougoslavie où l'absurde rencontre la terreur et la lâcheté l'emporte sur le courage. Pour moi, dans cette présentation, il manque un mot. Et le mot, c'est rock. Oui. D'accord. Vous êtes rock vous-même? Disons que oui, enfin, je ne sais rien. C'est pas à moi d'en juger, mais si, il y a quelque chose aussi, de rock'n'roll. Non, voilà. C'est pas la musique que j'écoute le plus. Voilà. D'accord. Mais quand il y a des bons rockers, oui, à ce moment-là, j'entends ce qu'il y a de baroque dans le rock. Et dans ce cas-là, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Alors, est-ce que Bob, votre héros, c'est un bon rocker? Oui, c'est un bon rocker. Ouais. Oui. C'est un excellent rocker. Le héros de ce livre il sait capter quelque chose dans le public de manière incroyable. Il a une dégaine, une voix, une personnalité. Au moment où il est sur scène et qu'il chante, il n'est que ça. Alors que dans la vie, il est plein d'autres choses différentes qui s'entrecroisent et qui s'affaiblissent les unes les autres. Quand il est sur scène, il est un. Il dégage une force formidable. Enfin là, dans les conditions où il chante, c'est compliqué. Hein, oui, il arrive à chanter. Il arrive à chanter, parce que pratiquement tous les concerts sont annulés, enfin presque tous, voilà. dans le roman. C'est pas le virus, là, c'est la guerre. Hein, c'est la guerre qui empêche. À chaque fois qu'on s'apprête à faire un concert, la guerre nous rattrape et on est obligé de s'en aller ou de se cacher dans la cave ou d'annuler, enfin bref. Alors moi je me suis demandé, parce qu'en fait vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous êtes politique, engagé à gauche. Pourquoi engagé à gauche, je suis engagé. Vous l'avez été pendant longtemps. La gauche m'a quitté. C'est pas moi, j'ai pas quitté la gauche. Non. La gauche m'a quitté quand elle a cessé d'être universaliste et internationaliste. Et ce roman. Mais vous, finalement, vous êtes toujours fidèle à ces valeurs, même si c'est la gauche d'aujourd'hui. Je suis un modéré, quoi. Je suis une espèce de social-démocrate qui a envie que les gens bénéficient de droits égaux et d'une justice sociale. Enfin bon, bref. Alors, je me suis demandé. Pourquoi d'un coup, il nous fait un roman qui est quand même un coup de maître et je me suis dit, Philippe Val, un roman, voilà, j'avais envie de vous le demander. Je portais ce roman depuis longtemps, j'avais envie de l'écrire depuis très longtemps. J'avais beaucoup de notes parce que j'ai travaillé dans l'ex-Yougoslavie pendant la guerre. J'ai fait des reportages. Et donc, j'avais 80 pages de notes déjà. Oui. Donc, j'avais du matériel. Et justement, je pense que la guerre en Yougoslavie, elle a eu les effets qu'on connaît sur le terrain, c'est-à-dire dans les Balkans, mais en France, qui est un pays important d'un point de vue intellectuel, c'est je veux dire que l'université française, l'élite de l'université française a de l'influence sur les universités étrangères. Bon. Et la France est prescriptrice encore, pour le meilleur et pour le pire. Parfois bien pour le pire, d'ailleurs, en l'occurrence. Et là, je crois qu'à cette époque, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie a précipité une fracture en France entre deux familles de gauche, qui de toute façon avaient du mal à s'entendre, mais on pouvait encore se parler. Mais il y avait une gauche antitotalitaire, universaliste précisément, qui aussitôt que le conflit a commencé, enfin très vite, a su identifier les bourreaux et les victimes. Qui étaient les bourreaux, qui étaient les victimes. Et voilà, moi j'étais de cette gauche-là, j'étais directeur de Charlie Hebdo à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà, bon.
et une autre gauche souverainiste, plutôt avec Chevènement, Régis Debray, etc. Et toute une gauche proche du Parti communiste, etc. Et des intellectuels, eux se sont radicalisés, souverainistes, anti-universalistes, quoi qu'ils en disent. Et il y a quelque chose de très agressif qui s'est exprimé entre ces deux gauches à cette époque-là, parce que quand j'ai publié mes reportages à ce moment-là, je me suis fait insulter, et mes ennuis, si vous voulez, avec la gauche, qui ensuite se sont augmentés de mes prises de position pendant la deuxième intifada et sur le référendum européen, où là, ils me sont tombés dessus très violemment tous. Ça a commencé là, pendant la guerre en Yougoslavie, à cause des reportages que j'ai faits à cette époque-là, où il y a toute une partie de la gauche qui m'aimait bien, qui voyaient en moi une espèce de trublion un peu libertaire, mais sympathique et utile dans leur camp. Tout d'un coup, ils ont vu en moi un ennemi juré. Ils ont commencé à... Donc, je raconte l'histoire d'une fracture. Moi, j'étais comme un canari dans la mine. J'étais le témoin du divorce. Mais vous y étiez, alors que eux pas. Et c'est ça toute la différence. Et quand Manuel Valls dit, bien des années plus tard, deux gauches irréconciliables, elle commence à être irréconciliable pendant ce roman, et c'est ça aussi que j'ai voulu raconter, parce que c'est historique. Voulu raconter d'une façon picaresque et marrante, mais c'est assez truculent d'ailleurs, faut dire les choses. J'ai voulu raconter l'histoire aussi de cette fracture, là, dans ce creuset de l'ex-Yougoslavie. Alors, vous la racontez magnifiquement, cette fracture, et vous racontez aussi ce roman à rebondissement. Hein, on dévoile pas trop, c'est évident. Et moi, ce que je me suis... on sent le vécu, et en même temps, vous êtes Philippe Val, et vous en profitez à travers le roman pour balancer, pour régler des comptes, justement, avec toute cette classe politique qui vous a lâché, et ça se sent quand même très fort à certains moments. Bien sûr. C'était un des thèmes du roman. C'était mon idée de départ. C'était d'expliquer d'une façon plutôt marrante, mais quelque chose de tragique. Vous savez, le rire, c'est quelque chose de tellement indispensable. Si la vie est tragique, et soit on sait rire, soit on est croyant. Alors des fois les gens ils sont un petit peu les deux, mais on peut être les deux, on peut savoir. Non. Je pense que être croyant et avoir la foi, c'est pas pareil. On peut avoir la foi dans des tas de choses, voilà. Mais être croyant, c'est un truc bizarre, quoi. C'est vraiment. Mais généralement, les croyants n'ont pas d'humour, et les gens qui sont très drôles ne croient en rien. D'accord. Parce que le tragique, on est sauvé du tragique de la vie par l'humour. Bah oui. Bah vous dites ça dans une radio juive, où l'humour juif, quand même, est très important, bien sûr. C'est de la survie. Mais oui. Il faut accueillir la vie avec la possibilité de l'humour. Sinon, on sait qu'on va mourir, on sait que le monde est plein de gens très... Enfin bon, voilà. Et puis, le monde est plein de catastrophes, mais aussi plein de merveilles. Bien sûr. Notamment la littérature. Bien sûr, ça c'est vrai. Et alors, dites-moi, donc, il y a un mot qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit que c'était en fait, que ce Bob ce rocker, partait en ex-Yougoslavie en y entraînant ses potes. Il s'est fait convaincre. Le narrateur. On sait pas. Pardon? En entraînant le narrateur. Voilà, le narrateur et ses potes musiciens. Le narrateur étant musicien, il les entraîne parce que on lui a fait croire qu'il allait faire le concert pour la paix du siècle, en réunissant toutes les factions qui s'entretuaient sur place, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Vous l'expliquez d'ailleurs très très bien, donc à la fois une passion pour la musique, mais aussi une naïveté incroyable. Comment en pleine guerre c'était possible, il aurait été possible de faire un tel concert. Ça par contre, ça n'a pas existé. C'est vous qui l'avez imaginé. Où il y a eu un désir quelque part de faire cela. Ça a un peu existé d'une certaine façon, oui. Ça a existé d'une certaine façon. Mais bon, cela dit, qu'importe, je me suis appuyé sur des choses que j'ai vues ou vécues, mais le narrateur n'est pas tout à fait moi.
mais il est journaliste et musicien. Ce que j'étais journaliste et musicien. Et on a des points communs avec Mickey Marlowe, qui est le personnage qui raconte l'histoire et qui est finalement un des deux personnages principaux. On vous retrouve, voilà, évidemment, c'est évident. Alors il s'appelle pas Marlowe pour rien, parce que au fond, Marlowe, ça s'écrit autrement, Marlowe, dans le cœur des ténèbres de Conrad, mais aussi chez le détective, le fameux détective incarné par Humphrey Bogart, bien souvent. Ils vont au cœur des ténèbres, c'est sûr, et ils croient apporter la lumière au cœur des ténèbres, mais c'est impossible. Impossible. Il y a quelque chose de pathétique dans leur ingénuité, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est l'embryon d'un moralisme qui va devenir incroyablement grotesque dans les années qui vont suivre. Qui va penser qu'il peut vaincre toutes les causes parce qu'il pense détenir le bien. Mais personne ne détient le bien. Personne. Et tout le monde a le mal en soi. Et il fait ce qu'il peut pour pas le laisser trop s'exprimer. Et on essaye d'accomplir notre vie en étant le mieux possible. Mais on a tous le mal et le bien en nous-mêmes. Donc les gens qui pensent défendre le bien sont des gens extrêmement dangereux. Là, en l'occurrence, c'est plutôt eux qui mettent en danger dans mon bouquin. Parce Bien sûr, oui. Ils mettent leur vie en danger. Ils mettent leur vie en danger, parfois. Et la vie des autres aussi. Oui, les autres en danger. Alors, dans le D'ailleurs, roman... il y a un mort, enfin. J'en parle pas. On le dit pas. Oui. Bon, voilà, on le sait, il y a un mort. Mais c'est normal, c'est un roman, c'est en pleine guerre, et voilà. Et donc, à un moment, évidemment, à plusieurs moments d'ailleurs, Mickey... vous derrière, fait quelques réflexions sur ce qui se passe au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous, Philippe Val, vous pensez de la situation en ce moment avec ces espoirs de paix, entre guillemets, avec des points d'interrogation, avec, par exemple, les Émirats Arabes Unis, bientôt le Bahreïn? Est-ce que c'est une thématique qui vous a touché? Est-ce que ça vous parle? Moi, je lis ça, je suis ça avec passion. Ah, voilà. Pour moi, si vous voulez... alors, je sais que je suis à Radio Judaïque, mais Non, mais vous le dites partout, hein, voilà, ça, on le sait très bien. Je le dis quand je suis n'importe où. Pour moi, Israël est un morceau d'Europe. J'aime l'Europe profondément. Enfin, j'aime la culture européenne. Voilà, parce que j'aime plein d'autres choses, mais à partir de mon point de vue d'homme européen, enfin, vous voyez. Et pour moi, Israël est un morceau d'Europe au Proche-Orient. J'aime ce pays et je regarde parfois en frissonnant, parfois en colère, parfois au contraire enthousiaste ce qui se passe là-bas. Et quand il y a des accords de paix entre l'État d'Israël et d'autres pays de la région, je me dis, d'où que ça vienne, tant pis si c'est Trump dont je ne pense pas qu'il fasse du bien au monde. Oui. Là, en l'occurrence, s'il est artisan, bravo. Mais bon, il y a, à mon avis, il n'y a pas que lui. Non, il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux, je pense. Et puis, il y a des intérêts géopolitiques qui font qu'ils sont peut-être condamnés aussi à faire ces accords-là. Mais tant mieux. Voilà. Quand je lis dans un grand journal, soi-disant sérieux, qui pour moi un des journaux les plus comiques de France, mais il le sait pas, c'est ça qui est grave. La paix entre les Émirats Arabes Unis, l'accord entre les Émirats Arabes Unis et Israël menace la paix au Moyen-Orient. C'est quand même à mourir de rire. Oui. Faut vraiment que ça soit le journal de Plantu pour écrire des choses pareilles. Enfin, c'est hallucinant. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, donc, vous continuez à lire Charlie. Oui, enfin, ce sera plus jamais pareil. On a porté ce journal, on lui a redonné souffle et vie. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose que je regarde comme on regarde une famille, enfin proche. Bien sûr. Et on a envie qu'elle soit heureuse et qu'elle réussisse et qu'elle accomplisse quelque chose de beau. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Rhys. Ben oui, bien sûr. Eh bien, Philippe Val, vous étiez avec nous pour Allegro Barbaro, paru aux éditions de l'Observatoire. J'attends impatiemment votre prochain écrit, peut-être un autre roman.
Non, et je prépare c'est pour dans 1 an et quelques, un dictionnaire philosophique qui est très basé sur l'actualité. Et puis après, il y aura un autre roman avec le même narrateur, mais qui se passera cette fois en Algérie. Eh bien, vous serez toujours le bienvenu dans les studios de Judaïque FM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.